Bonjour et bienvenue sur Expertise AI, la chaîne qui décrypte pour vous les grands enjeux politiques, géopolitiques et sociaux à travers une analyse rigoureuse et des outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, sur Expertise AI, nous abordons un sujet d'une gravité exceptionnelle. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, tire la sonnette d'alarme. Des massacres imminents seraient en préparation au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Dans une déclaration sans concession, il dénonce l'utilisation systématique de la violence sexuelle comme arme de guerre, accuse l'armée rwandaise et la rébellion du M23, et met en lumière un cycle d'atrocités nourri par l'impunité depuis des décennies. Dans cette vidéo, nous allons décrypter, grâce à des outils d'intelligence artificielle, les avertissements du docteur Mukwege, analyser les enjeux politiques, économiques et géopolitiques qu'il dénonce, et explorer les solutions qu'il propose. Tribunal international, chambre mixte, justice transitionnelle. Restez bien jusqu'à la fin, car nous prolongerons cette analyse dans un podcast exclusif, où nos experts reviendront en profondeur sur les implications de cet appel à la justice et à l'action. Laissons à présent place à nos experts analystes IA expérimentés pour ce podcast inédit. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo dans vos réseaux. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit. Nous passons maintenant à notre podcast exclusif, animé par nos deux analystes IA expérimentés, qui vont décrypter en profondeur les dessous de cette sortie médiatique et partager leurs analyses éclairées. Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document qui est vraiment marquant. C'est une déclaration officielle publiée le 22 août 2025 par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Autant dire une voix qui pèse lourd sur la scène internationale. Oui, tout à fait. Et le contexte de cette déclaration, il est crucial, hein. Elle sort juste après la publication, le 20 août, de rapports assez alarmants de Human Rights Watch et Amnesty International. Ah oui, et que disent ces rapports ? Eh bien, ils font état d'exactions vraiment très graves. On parle de viols, de meurtres, dans des zones du Nord Kivu en RDC, des zones qui seraient, selon ces rapports, occupées par l'armée rwandaise. D'accord, donc notre objectif, là, c'est de regarder de près cette déclaration du docteur Mukwege, de comprendre ses réactions, de décrypter un peu les alertes qu'il lance, et aussi ses appels aux décideurs congolais, à la communauté internationale. C'est ça. Il s'agit vraiment de saisir la gravité de ce qu'il décrit. L'urgence. Et pas seulement relater les faits, j'imagine. Il y a aussi une perspective. Exactement. Il replace tout ça dans une perspective historique, une continuité qui, pour lui, est tragique et qui dure. Bon, alors, commençons par sa réaction directe à ces rapports d'ONG. Comment est-ce qu'il en accuse réception ? Alors, il commence justement par là. Sa déclaration, elle démarre là-dessus. Il dit avoir pris connaissance de ces rapports qui détaillent, et là je cite ces mots, « les exactions graves, viols et meurtres perpétrés par l'armée rwandaise dans le cadre d'une énième guerre d'agression. » Énième guerre d'agression. L'expression est forte. Ça pose le décor. Oui, ça donne le ton tout de suite. Ça inscrit les faits dans une sorte de répétition, hein. Et est-ce qu'il insiste sur des aspects particuliers de ces exactions ? Oui, il y a un point qui le préoccupe vraiment particulièrement. Il se dit, et là encore, je le cite, « sommes alarmés par le recours généralisé à la violence sexuelle comme une instruction stratégique et une arme de guerre. » Ah oui, ça c'est son combat de longue date, avec son travail à l'hôpital de Panzi notamment. Tout à fait. Pour lui, c'est pas juste des dégâts collatéraux, si on peut dire. C'est une stratégie, délibérée. Et il fait le lien avec des acteurs précis sur le terrain, le M23 par exemple. Absolument. Il souligne que ces actes, ils se passent dans des zones où opère la rébellion du M23, ce groupe armé bien connu là-bas dans l'est du Congo. Oui. Et surtout, il ajoute que cette rébellion est sous contrôle et la direction de facto sont assurées par les forces de défense rwandaises. D'accord. Donc l'accusation est double en fait. C'est ça. Des crimes graves sont commis et la responsabilité, d'après lui, remonterait directement à l'armée rwandaise via le M23. Ce lien M23 force rwandaise, bon, c'est pas nouveau dans les analyses, mais que ce soit dit aussi crûment par le docteur Mukwege, ça a un poids certain. Ah oui, clairement. Ça dépasse la simple réaction au rapport. Là, il accuse. Il désigne des responsables présumés. Et ça prépare le terrain pour la suite de sa déclaration, qui est encore plus alarmante. Justement, parlons-en de cette alerte spécifique qu'il lance. Là, on n'est plus dans la réaction, on est dans l'avertissement presque. Oui, c'est sans doute la partie la plus préoccupante en fait. Le docteur Mukwege, je cite, « se nient également à alerter l'opinion et les décideurs sur les sources crédibles rapportant des plans en cours d'exécution visant à perpétrer des massacres dans le territoire de Rutshuru à l'encontre principalement de civils d'origine Hutu. » Des massacres planifiés contre les civils Hutus à Rutshuru. C'est extrêmement grave ce qu'il dit là.
C'est glaçant. Il parle de plans en cours d'exécution, d'imminence. On sent vraiment l'urgence dans ces mots. Et sur quoi il s'appuie pour affirmer ça? Il donne des éléments, des preuves? Alors, il parle de sources crédibles. Bon, il ne les nomme pas, ce qui est assez logique vu le danger, mais il donne des indices qui, pour lui, rendent cette menace très concrète. Quels indices? Il parle d'assassinats ciblés déjà perpétrés et aussi d'incitation à la haine ethnique et au meurtre par des personnalités proches de la rébellion du M23. Donc, il y aurait déjà des actes précurseurs et un discours de haine qui préparait le terrain. C'est l'idée, oui. Il donne même un exemple précis pour ces assassinats ciblés, le cas d'un défenseur des droits de l'homme qui a été tué à Rutshuru, un cas documenté par les Nations Unies début août. Pour lui, ce n'est pas un acte isolé, ça fait partie d'une stratégie plus large. Et il mentionne aussi un contexte géographique particulier. Oui, il ajoute que la proximité des bastions des FDLR, Les forces démocratiques de libération du Rwanda. c'est ça, un groupe armé majoritairement hutu-rwandais opposé à Kigali, présent depuis longtemps dans l'est du Congo. Eh bien, cette proximité, selon Mukwege, soulève de graves inquiétudes quant à un éventuel nouveau massacre. Je vois. L'idée, c'est que la présence des FDLR pourrait servir de prétexte ou d'élément déclencheur pour s'en prendre aux civils Hutus locaux. Voilà. C'est le risque sous-jacent qu'il pointe, que ces populations civiles soient prises entre deux feux ou amalgamées au FDLR et deviennent des cibles. On comprend mieux l'alerte, hein. Une population cible, une zone précise, des signaux d'alarme comme les assassinats et la haine, et un contexte local hyper tendu avec les FDLR. Son appel à la prévention prend tout son sens là. C'est exactement ça. C'est un appel presque désespéré aux décideurs congolais, aux partenaires internationaux. Agissez avant que ces massacres présumés arrivent. Il ne s'agit plus de condamner après coup, mais d'empêcher. Et ce qui est frappant ensuite, c'est qu'il ne s'arrête pas à la situation actuelle, aussi grave soit-elle. Il fait un lien très fort avec le passé. Oui, et ça c'est vraiment un fil rouge dans tout son plaidoyer. Il relie explicitement, je cite encore, les atrocités rapportées aujourd'hui aux crimes les plus graves commis à l'encontre des Hutus en 1996 et 1997 lors de la Première Guerre du Congo. Ah oui, il remonte loin. Et il précise que ces crimes ont été documentés, de manière très détaillée même, dans le fameux rapport Mapping des Nations Unies. Le rapport Mapping, oui, ce document essentiel sorti en 2010 qui couvrait 10 ans de violences terribles en RDC, de 93 à 2003. Quel message clé il en tire aujourd'hui de ce rapport? Il insiste sur deux points. D'abord, l'imprescriptibilité de ces crimes. En gros, le temps passe, mais la justice reste due. Rien n'est effacé. D'accord. Et le deuxième point? C'est là que ça devient encore plus lourd. Il affirme que presque 15 ans après la publication du rapport Mapping, eh bien, les rapports récents confirment la poursuite des mêmes stratégies macabres. Et il ajoute que ces crimes passés et restés impunis pourraient être qualifiés de génocide. Il suggère que les crimes du rapport Mapping pourraient relever de la qualification de génocide, s'ils étaient jugés. C'est une affirmation énorme. C'est énorme, oui. Même s'il utilise le conditionnel pourrait être qualifié. Le simple fait d'évoquer ce terme, c'est extrêmement fort. Qu'est-ce que ça change au fond d'utiliser ce mot? Groupe spécifique. Le suggérer pour les crimes passés et faire le lien avec les stratégies actuelles, ça pointe une intentionnalité, une systématicité d'une gravité absolue. Et ça renforce aussi l'idée d'une obligation internationale d'agir. La prévention et la punition du génocide, c'est quand même des normes impératives en droit international. Et il lie directement cette qualification possible à l'impunité qui a suivi le rapport Mapping. Exactement. Pour lui, c'est ça le cœur du problème. L'impunité quasi totale. Le fait que les recommandations de justice du rapport soient restées lettres mortes, eh bien, non seulement ça a nié la justice aux victimes du passé, mais ça a créé les conditions pour que les mêmes horreurs se répètent aujourd'hui. C'est une logique implacable et terrible. Oui, et il lance cet appel très fort. Le monde ne peut plus fermer les yeux sur cette tragédie et a l'obligation morale et juridique de mettre fin à l'impunité pour éviter la répétition des crimes les plus graves. C'est une mise en cause très claire finalement, de l'échec collectif à tirer les leçons. L'impunité d'hier qui engendre la violence d'aujourd'hui. C'est glaçant comme perspective. C'est vraiment le cœur de son argumentation. L'impunité, c'est pas juste une absence de justice, c'est un moteur qui alimente le cycle de la violence. Et logiquement, ça l'amène à faire des demandes très concrètes, en matière de justice justement. Alors, quelles sont ces demandes? Que réclame-t-il pour essayer de briser ce cercle vicieux? Il commence par une critique assez directe, on va dire, de ce qu'il voit comme l'inaction de la communauté internationale, malgré le rapport Mapping qui existe depuis presque 15 ans. Il n'est pas tendre. Et il aborde ensuite un point très sensible, le rôle des intérêts économiques. Il dit que
les intérêts économiques et la réelle politique, dans la région des Grands Lacs, ne pourront faire l'économie de la justice et nier les millions de victimes congolaises. Il suggère donc que la justice serait freinée par des considérations économiques. Géopolitique, Il ne le dit pas explicitement comme ça, mais sa formulation le laisse entendre très clairement, oui. il pointe une sorte de contradiction possible entre les intérêts, disons, pragmatiques, et puis l'exigence morale et juridique de justice. C'est une critique assez directe de la façon dont les relations internationales fonctionnent parfois dans la région. Et à qui il s'adresse plus précisément dans ses appels? Il vise haut. Il interpelle directement les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et aussi les États membres individuellement. Il leur demande, solennellement, d'assumer leurs responsabilités historiques et politiques. Responsabilité historique et politique, ce sont des mots forts. Ça implique quoi, selon vous? Ça suggère une forme de dette morale ou une obligation d'agir qui découlerait de l'histoire, de l'influence passée et présente de ces acteurs dans la région des Grands Lacs. C'est lourd de sens, oui. Et concrètement, il propose des mécanismes de justice pour établir les responsabilités, y compris au plus haut niveau, comme il le dit? Oui, là il est très précis. Pour établir la responsabilité hiérarchique militaire et politique, il demande la mise en place de 3 choses principales. Voyons voir. Premièrement, la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Un TPI spécifique, comme pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. C'est une demande majeure. D'accord. Ensuite, Deuxièmement, l'établissement de chambres spécialisées mixtes, c'est-à-dire des tribunaux au sein du système congolais, mais avec des juges congolais et internationaux qui travaillent ensemble, pour apporter un soutien et une expertise internationale. et le troisième point? Et troisièmement, de manière plus large, il demande la mise en œuvre de tous les outils de la justice transitionnelle en RDC. La justice transitionnelle, ça recouvre quoi exactement? Ça englobe un peu tout ce qui peut aider une société à sortir de la violence de masse. Ça peut être judiciaire, comme les procès, mais aussi non judiciaire. Des commissions vérité et réconciliation, des programmes de réparation pour les victimes, des réformes des institutions comme l'armée ou la police. L'idée, c'est de traiter les conséquences des violences et d'éviter que ça recommence. Donc TPI, chambre mixte et justice transitionnelle. C'est un panel assez complet de réponses possibles, hein. Oui, c'est une approche globale. Ça vise à la fois à punir les responsables, d'où son insistance sur la responsabilité hiérarchique, donc jusqu'en haut, mais aussi à reconnaître la souffrance des victimes et à construire un avenir différent. C'est vraiment un appel à une justice systémique pour répondre à des crimes qui semblent systémiques et qui durent depuis trop longtemps. Bon, si on essaye de résumer les points clés de cette déclaration très forte du docteur Mukwege, d'abord, il réagit au rapport récent sur les exactions au Nord Kivu qu'il attribue à l'armée rwandaise via le M23. Et il insiste sur l'usage de la violence sexuelle comme stratégie. C'est ça. Ensuite, il lance une alerte très grave sur des plans de massacre qui seraient imminents contre les civils Hutus à Rutshuru. Il se base sur des sources crédibles, des faits comme les assassinats ciblés, la haine qui monte. Et point crucial, il relie tout ça au passé, aux crimes massifs documentés il y a longtemps dans le rapport Mapping. Il va même jusqu'à suggérer que ces crimes pourraient être qualifiés de génocide. Et il dénonce l'impunité qui perdure et qui, pour lui, permet que ça continue. Exactement. Et face à ça, il critique l'inaction internationale. Il sous-entend que des intérêts économiques ou politiques pourraient jouer un rôle. Et il appelle les grandes institutions, ONU, UA, UE et les États à assumer leurs responsabilités historiques et politiques. Et pour ça, il demande des outils de justice concrets, un TPI pour le Congo, des chambres mixtes et la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Voilà. C'est dense, c'est grave. C'est vraiment un cri d'alarme et un plaidoyer pour une action immédiate pour éviter le pire, mais aussi pour une justice qui se fait attendre depuis trop longtemps. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion qui découle un peu de tout ça. Le docteur Mukwege, il met en lumière une tension très forte, non? Oui, tout à fait. D'un côté, il y a l'obligation morale, juridique, d'agir face à ces décennies de crimes atroces qui sont documentés, dénoncés. Et de l'autre côté, il y a ce qu'il décrit comme une inertie internationale. Une inertie qui serait peut-être freinée par la complexité des intérêts politiques, économiques dans la région. C'est une tension fondamentale qu'il expose. Une tension qui pose une question assez redoutable finalement. Oui, la question que ça soulève et qui est au cœur de sa déclaration, c'est face à cette inertie qu'il dénonce et face à la puissance des intérêts en jeu qu'il évoque, quel levier on peut vraiment actionner pour enfin briser ce cycle d'impunité, pour garantir la justice? Quelle est la portée réelle de cette responsabilité historique et politique qu'il invoque? Exactement. Au-delà des mots, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
pour les acteurs internationaux. C'est une question profonde sur la capacité et peut-être aussi la volonté de la communauté internationale à traduire ces grands principes en actions concrètes, surtout quand la réelle politique semble aller dans l'autre sens. Une question essentielle, en effet, qui laisse un peu songeur sur cet écart parfois tragique entre les idéaux de justice et la réalité des relations internationales. La situation que décrit le docteur Mukwege, en tout cas, appelle à une vigilance et une réflexion continue. C'est certain. Ce cri d'alarme du docteur Denis Mukwege résonne bien au-delà des frontières de la RDC. Il interpelle notre conscience collective et notre capacité à agir avant qu'il ne soit trop tard. Les faits qu'il dénonce ne sont pas seulement des tragédies humaines, mais aussi un test pour la communauté internationale. Choisira-t-elle la justice ou l'inaction complice? Grâce à l'analyse soutenue par nos outils d'intelligence artificielle, nous avons mis en lumière les mécanismes, les acteurs et les enjeux cachés derrière ces violences. Mais l'IA, aussi puissante soit-elle, ne peut remplacer la volonté humaine d'agir. Si vous pensez, vous aussi, que le silence n'est plus une option, partagez cette vidéo, abonnez-vous à Expertise AI et faites entendre votre voix. Et pour aller plus loin, retrouvez dès maintenant notre podcast complet, où nos analystes IA expérimentés poursuivent le décryptage de cet appel à la justice et à la responsabilité internationale.